messieurs, bienvenue dans votre émission Les Grandes Lignes. Vous suivez GMS TV, la télévision qui émet depuis Ziguinchor. Bienvenue dans votre émission de tous les samedis sur GMS TV. Les Grandes Lignes, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission Monsieur Demba Keïta, connu des Ziguinchorois, mais des Sénégalais, parce qu'il a été député à l'Assemblée nationale, mais également membre du comité régional de coordination de suivi des interventions et des acteurs au niveau de la Casamance. Il est un des acteurs clés dans ce processus de recherche, de réinsertion, mais également de soutien des populations ici en Casamance. Monsieur Keïta, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans les Grandes Lignes. Merci, c'est moi. Je pense que c'est encore un plaisir de vous accueillir. Donc, je pense que vous êtes en train de faire un travail remarquable pour permettre aux populations d'avoir le maximum d'informations sur ce qui est en train d'être réalisé au profit des populations victimes vraiment de ce conflit. Très bien, très bien. Merci. C'est un sacerdoce pour le groupe Média du Sud et c'est d'ailleurs ce contexte qui a donc motivé cette émission d'aujourd'hui Les Grandes Lignes. Je l'avais dit tout à l'heure, vous êtes dans ce comité régional de pilotage, de coordination des interventions et des acteurs au niveau de la Casamance. Récemment, bien avant le lancement, un conseil interministériel a eu lieu, présidé par le Premier ministre Daye Ousmane Sonko, où on a évoqué le plan spécial pour la Casamance, dénommé plan Diomaye pour la Casamance. Ce plan a été officiellement lancé à Ziguinchor, c'était donc ce 11 janvier dernier. Dites-nous comment vous avez apprécié d'abord M. Keïta, étant acteur clé dans ce processus, d'avoir entendu un nouveau régime qui a lancé un plan spécial dénommé plan Diomaye pour la Casamance. Merci. Moi, je pense qu'en tant qu'observateur de cette situation qui a duré depuis bientôt 43 ans, c'est avec satisfaction que j'ai accueilli le plan Diomaye pour la Casamance. En fait, quand on regarde ce plan, on se dit l'État, c'est la continuité. C'est la continuité tout simplement parce que la Casamance a besoin de ça. Nous avons accusé 43 ans de retard par rapport au reste du pays avec cette situation de Nipé et de Niger qui a eu beaucoup de conséquences sur les populations, surtout le monde rural. Et les régimes qui se sont succédés, il faut dire que chacun avait un contexte et des défis à gérer. Et quand on regarde depuis 2000, avec la venue du président Wade, c'était des moments tendus. Il fallait montrer l'engagement de l'État pour le règlement définitif de cette crise. Et le président Macky Sall aussi est venu. Il a aussi apporté sa pierre à l'édifice. Parce que c'est ça un État. Montrer qu'on est là pour les populations. Et avec Diomaye, il est parti encore plus loin. Parce que lui, il a la chance de prendre le pouvoir au moment où il y a une accalmie totale. Si on peut le dire. Actuellement, honnêtement, on peut dire qu'il n'y a plus de guerre. Ce qu'il s'agit actuellement là, comme défi pour le président Diomaye, c'est en fait de voir comment concrètement aider les populations victimes de ce conflit à retrouver leur terroir, à s'installer et à retrouver leur dignité. Je pense que la finalité un peu de ce plan Diomaye pour la Casamance... Avec une enveloppe d'ailleurs de plus de 53 milliards. Hein. Ah oui, 53 milliards, c'est important. C'est important parce que ça règle des situations. Il faut dire qu'il
il y a tellement de problèmes. L'État ne peut pas tout régler à la fois. Par exemple, aujourd'hui, quand on regarde ce plan, et en écoutant le ministre de la famille, Maïmouna Gueye, ben, elle a campé un peu le débat. Ce que le PIMA a essayé de faire, mais ça relève des compétences de ce programme-là. Parce que le PIMA, tout le temps, a vocation d'intervenir dans les régions périphériques, les zones frontalières. Mais quand on arrive en Casamance, ben, il y a aussi des localités qui sont situées au niveau des frontières. Oui. Tout au long, d'ailleurs. Tout au long des frontières. Donc cet aspect-là, je pense que c'est important que l'État insiste sur ça. Parce que tous les villages ne sont pas victimes de ce conflit. Il y a 16 qui sont situés le long des deux frontières, comme la Guinée-Bissau et la Gambie. Mais ce sont ces villages-là qui, en fait, depuis plus de 30 ans, sont impactés directement. Et là, quand on fait le décompte, ben, c'est plus de 200 villages. Qui sont tout au long des deux frontières. Des deux frontières. On a eu des populations qui sont restées au Sénégal, en Casamance et dans d'autres régions. D'autres même se sont retrouvés à Dakar. Et certaines populations sont allées de l'autre côté des deux frontières, comme en Gambie et en Guinée-Bissau. C'est ça qui fait que pendant les années 98, 99 jusqu'en 2000, les premières évaluations qu'on a faites, ben, on a estimé à 60 000 personnes déplacées et réfugiées à cause de ce conflit. À cause de ce conflit. Donc, avec les efforts des différents régimes, le plan Diomaye est arrivé au moment où, si je prends le cas de la région de Ziguinchor, oui, où on peut dire que l'essentiel des villages sont repartis, surtout ceux qui sont le long de la frontière avec la Guinée-Bissau. Sauf la commune de Santhiaba-Manjaak, où il y a quelques villages, où il y a des villages qui ne sont pas rentrés. Oui. Ces villages-là aussi ont des raisons. Oui, ont des raisons. Oui. On va revenir sur ça. Oui. Il y a Niassia, la commune de Niassia, où il reste 4 villages. Hein? Donc, vous allez dans le Nord Sindian, il y a aussi à peu près 14 villages qui tardent à repartir au niveau de la bretelle Djiboujon et Oulampan, donc tout juste à la frontière avec la Gambie. Oui. Donc, le retour à ce niveau est un peu ralenti par les questions de mines. Parce que dans ces localités-là, oui, je prends le cas de Santhiaba-Manjaak, oui, là le déminage humanitaire est aussi un peu à l'arrêt, parce qu'il y a des présences, oui, de bandes armées. Oui. Donc vous avez suivi un peu ce qui s'est passé avec le cas de Barthélémy Diatta. Barthélémy Diatta. Oui. Hein? Donc, dans les localités où il y a des présences de bandes armées, il n'y a pas de possibilité pour envoyer des opérateurs de déminage. Donc, il faut sécuriser ces démineurs-là parce qu'en fait, ce sont des organisations où les démineurs sont des civils. Ils ne sont pas des militaires. Oui. Et c'est valable aussi pour le Nord Sindian, où beaucoup de localités aujourd'hui sont sécurisées, mais il y a aussi quelques postes où il y a quelques bandes armées dissidentes qui se promènent. Donc c'est ça qui fait que
le déminage n'a pas été fait. Et tant que le déminage n'est pas fait, il serait très difficile pour les populations aussi de rentrer parce qu'on ne veut pas aussi allonger la liste des victimes de mines. Parce qu'elle dépasse aujourd'hui les 860 victimes. Donc il ne faut pas envoyer ces populations-là à la mort. C'est important. C'est important. D'accord. Pour 2025, d'ailleurs, Madame ministre Maïmouna Dièye, lors du lancement officiel du plan, elle avait annoncé plus de 900 ménages. Concrètement, 992 ménages seront donc accompagnés dans le cadre de ce plan Diomaye pour la Casamance avec l'enveloppe qui est plus de 53 milliards, je l'ai dit tout à l'heure. Mais dites-nous, vous avez une idée, honorable, sur la cartographie globale des villages déplacés de la région pour faciliter l'intervention justement de l'État dans le cadre de ce plan? Est-ce qu'il y a un canal réel où l'État peut utiliser pour ne pas rater ce coup? Moi, je pense que c'est là il faut remercier et même féliciter les nouvelles autorités, ce nouveau régime, parce que ils ont créé la discipline dans la gestion même et dans l'accompagnement du règlement de cette crise, y compris le retour des populations. Parce qu'avec le comité régional de coordination de suivi, présidé par M. le gouverneur, où il y a tous les préfets, les sous-préfets, les programmes de l'État, les ONG, les associations communautaires, vraiment tous les acteurs de la société civile, on sait aujourd'hui qui fait quoi, où il le fait, comment il le fait, avec qui il le fait, avec quelles ressources. Est-ce une nouveauté? C'est une nouveauté. Parce qu'avant, chaque acteur déroulait ses activités sur le terrain. Il n'y avait pas réellement cette synergie. Non, il n'y avait pas de synergie. Et on se chevauchait sur le terrain. Donc, vous allez par exemple dans beaucoup de villages, vous voyez un puits là et un autre puits à côté. Donc, il n'y avait pas ce cadre de concertation et d'harmonisation. Donc, il y a une concentration de réalisation dans certains villages au détriment d'autres. Donc, on ne sentait pas trop la masse d'argent qu'on investissait sur le terrain. Et pour les autorités, il y a un problème de visibilité. Et avec maintenant la mise en place de ce comité régional, présidé par le gouverneur, ça règle principalement ces questions. Et l'autre aspect important, c'est tout ce qui est lié à la planification. Donc c'est à ce niveau, pendant les réunions de coordination, que les différents acteurs disent concrètement qu'est-ce qu'ils vont faire d'ici 3 mois ou 6 mois, avec quelles ressources, où ils vont le faire. Et c'est là où on va progressivement pour faire un arbitrage. Au lieu qu'il y ait une concentration de réalisation dans une commune, il serait question maintenant de voir comment faire en sorte que toute la région puisse sentir les réalisations. Compte tenu des urgences également. Voilà, contenu un peu dans ce plan Diomaye. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect important, c'est donner beaucoup plus de possibilités à l'ANRAC. Parce que l'ANRAC a été créé le 30 décembre 2004, lors de la signature des accords de paix. Sa mission, c'est de coordonner et de créer la synergie et l'harmonisation entre les différents acteurs et les interventions sur le terrain. Donc aujourd'hui, ça
donnait encore un pouvoir. Ça a renforcé la mission de l'ANRAC. Donc, qui est chargé de piloter tout cela. Donc l'ANRAC a été positionné pour jouer pleinement son rôle. Par exemple, tout ce qu'on a besoin comme statistiques par rapport à la situation de crise, le nombre de villages déplacés, les populations qui reviennent, tout ça, c'est l'ANRAC qui doit nous faire, en tout cas, ce travail de capitalisation. Oui. Nous présenter cette base de données. Il y a la question de la cartographie que vous avez posée. C'est le rôle de l'ANRAC pour nous dire. Désormais, la cartographie qu'on a actuellement représente fidèlement les zones d'intervention des différents acteurs qui sont dans le comité régional. Et quelles sont les actions aussi que ces acteurs sont en train de mener au profit des populations. Donc, ce plan Diomaye, avec ce dispositif-là, je pense que ça peut nous aider à avancer très vite. Et de manière beaucoup plus rassurante. Rassurante. Et même, voilà, ça nous permet de rationaliser. Au lieu que les uns et les autres viennent faire la même chose, mais on va régler définitivement cette question vraiment de compétition malsaine, si je peux le dire. Justement, c'est sur ce point même que je vais vous relancer, sur la place de ces ONG, mais également ces organisations de la société civile qui s'activaient justement dans le processus. Quelle sera leur place dans cette nouvelle donne? Leur place, en fait, ça sera défini au niveau du comité régional. Vous savez, les autorités administratives qui dirigent, qui président ce comité, ont leur rôle, ont leur mission. Ce sont les représentants de l'État, que ce soit le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, ce sont les représentants de l'État sur le terrain. À chaque niveau, il y a une autorité qui est là. Maintenant, il y a les programmes nationaux, comme le PUMA, le PIDC, les projets comme le PEDEC, ainsi de suite. Ça, c'est lié, c'est rattaché à l'État. Ce qui fait que, tu prends le cas du PUMA, c'est un programme de l'État. Maintenant, il y a les ONG. Nous, en tant qu'ONG, et les autres organisations de la société civile, nous, on complète l'action gouvernementale. On accompagne l'État. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Mais aussi, c'est l'État qui nous a donné des agréments pour nous dire, venez soutenir les efforts de développement. Donc, tout ça doit être bien coordonné. Maintenant, vous avez parlé du sort. Mais on cherche à créer la transparence, en fait. Le comité a pour mission de régler ces questions-là. Dorénavant, on saura qui fait quoi, où il le fait, pourquoi il le fait, pour qui il le fait, avec combien qu'il y a remis l'argent. Je pense que si tout le monde suit cette lancée-là, je pense qu'il n'y aura pas des choses qui vont nous échapper. Et que les résultats seront beaucoup plus concrets. Concrets et profitables même pour les populations. Parfois même, on sent cette rivalité, cette concurrence entre organisations, entre ONG. Chacun veut être devant la scène pour montrer justement sa partition dans ce processus. Parce que la situation est tellement complexe et compliquée qu'aucune
structure, aucun acteur ne peut régler définitivement à lui seul ce problème-là. Il y a tellement de défis, tellement de besoins qui font qu'on est obligé, on est condamné de mettre de côté nos petits intérêts et mettre devant les intérêts de la nation. On prend la seule question du désenclavement de la Casamance. Les zones frontalières. Aucune structure ne peut se prévaloir, régler à elle seule ces questions de désenclavement. Parce que c'est très cher. Une piste de production, c'est à coût de milliards. Ça dépend de la longueur. Si on pouvait même prendre les 53 milliards et mettre ça dans les pistes de production, il y aura encore des zones qui ne seront pas servies. Donc, c'est l'importance aujourd'hui de la mise en place de cette coordination, mais pilotée, surveillée, encadrée par le niveau national. Parce que c'est ça qui est important. Ce link entre ce que l'autorité au niveau du sommet veut et ce que la base est en train de faire. Et nous, en tant qu'acteurs, nous devons vraiment suivre ces principes, en tout cas décrétés par l'État du Sénégal. À travers cette coordination donc, dirigée par le gouverneur de région, ici à Ziguinchor, c'est Mortala Tine, vous êtes membre. Je rappelle que vous suivez, mesdames et messieurs, les grandes lignes dans votre télévision Ziguinchor GMS. Autre question, autre défi justement qui se pointe, c'est un retour reçu des déplacés. Et pour cela, le cadre de vie est important, honorable. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle sera la stratégie ou bien les méthodes à entreprendre pour réussir ce retour dans un cadre de vie idéal? Vous savez, le retour, il ne peut pas être engagé au même rythme et partout. Parce que le comité régional va beaucoup travailler sur ces aspects, c'est-à-dire en fonction des informations qui sont remontées. Nous allons voir exactement les populations qui veulent rentrer vont dans quel village, en fait. Parce que le retour, c'est dans des villages précis. Est-ce que ce village, il y a déjà un retour effectif? Parce que le retour n'a pas démarré aujourd'hui. Il a démarré en 2001. Les premiers déplacés, réfugiés qui sont rentrés en Casamance, c'est en 2001. Donc, si les populations qui veulent rentrer, par exemple en 2025, là, tout de suite, vont dans un village qui est déjà peuplé, donc ça, c'est un repeuplement. C'est plus facile. Ça veut dire que les conditions de sécurité sont réunies. Parce que c'est la priorité. C'est la base de tout. Tant qu'il n'y a pas de bandes armées, il n'y a pas de mines, l'État autorise le retour. Donc, il y a des zones où le retour est effectif, mais il faut continuer à repeupler. Vous prenez des villages comme Bissine, où avant la fuite, il y avait plus de 2000 personnes. Ça, c'est avant 30 ans. Mais aujourd'hui, on n'a pas 1000 personnes. Donc, les gens vont continuer à aller là-bas. Donc, tout de suite, déjà avec l'appui du PUMA, réceptionné le 11, ces villages-là peuvent bénéficier de ces appuis. Parce que ce sont des déplacés qui continuent à repartir. Maintenant, pour les nouveaux villages, il faut
aussi être beaucoup regardant sur ces questions de sécurité. Est-ce que les populations déjà se sentent en sécurité pour rentrer, parce que le retour, il n'est pas obligatoire, il est volontaire. Ce sont les déplacés qui disent, qui manifestent leur volonté de retourner. Leur volonté de retourner. Ils font beaucoup de réunions entre eux, que ce soit à l'intérieur de la région ou dans les pays voisins, là où ils sont actuellement, ils discutent entre eux pour décider. S'ils pensent que les conditions de sécurité leur sont favorables, ils viennent. Maintenant, pour venir, il y a toute une procédure. Il faut que ces déplacés se rapprochent des autorités administratives, des maires aussi. Parce que il faut qu'on leur garantisse les conditions de sécurité pour leur dire que, vous avez pris l'engagement de venir, mais on pense que vous pouvez venir. Si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, les autorités vont leur dire, attendez pour le moment. Attendez, c'est parce que peut-être la zone est suspectée d'abriter des mines, ou il y a des bandes armées qui se promènent là-bas. Parce qu'on ne va pas aussi envoyer nos parents à la mort. Donc, c'est ça qui fait que quand on regarde la cartographie, il y a ce travail de ciblage et de prise de décision et d'arbitrage qui se fait. À beau vouloir que les gens rentrent, il faut que les conditions soient réunies. Il faut que les conditions soient réunies et que ça soit validé par les autorités. Quand je parle d'autorité, tout ce qui est lié à la sécurité, c'est les autorités administratives, voilà. C'est les forces de défense et de sécurité. La sécurité est du ressort de l'État. C'est l'État qui doit assurer la protection des populations, qui doit assurer la libre circulation des personnes et des biens, qui doit veiller sur notre bien-être. Donc si l'autorité dit c'est bon, je pense que les populations peuvent maintenant s'organiser pour rentrer, et c'est là où toutes les actions d'accompagnement, de facilitation, d'installation des populations viennent. Autre chose, c'est le déminage. Ouais. 15 milliards, c'est ce qui a été annoncé pour ce volet. Dites-nous d'ailleurs, honorable, qu'est-ce qui retarde ce processus de déminage en Casamance? Parce que la volonté a été manifestée depuis très longtemps par les successeurs du régime en place. Mais on sent ce retard, on sent une lenteur dans la mise en œuvre du déminage en Casamance. Qu'est-ce qui retarde ce processus, honorable? Pour ce faire, il fallait beaucoup travailler pour que le déminage puisse démarrer. Et c'est là où des organisations comme la nôtre avons beaucoup travaillé pour aller convaincre les combattants du MFDC. À l'époque, c'était les cantonnements situés le long de la frontière avec la Guinée-Bissau, pour que ces combattants-là acceptent à ce que le déminage humanitaire se fasse dans des localités qui ne présentent pas d'intérêt pour eux. Et c'est là où, progressivement, le déminage est parti. Est parti jusqu'à un certain moment. Je me rappelle, en 2013, quand on a voulu organiser une rencontre entre le Centre national d'action anti-mine du Sénégal, le CNAMS, et la faction de Kassolol, dirigée par César avec tous ses commandants, mais aussi avec la participation de l'État. Donc, à l'occasion, il y avait des ministres qui sont sortis de Dakar. Vu qu'on n'était pas à la paix définitive, ils nous ont dit,
il faut arrêter le déminage. Vous avez atteint la ligne rouge. Donc le Sénégal, avec cette situation-là, ne pouvait pas respecter ses engagements internationaux. Donc, ça c'est un élément. On n'a pas pu déminer parce qu'on n'avait pas la paix définitive. Et que les opérateurs qui s'occupent du déminage, parce que quand ils signent la Convention d'Ottawa, tu prends l'engagement de déminer ton territoire avec des organisations civiles, spécialisées et neutres. Et c'est là où il y a des organisations comme Handicap International, il y a MECEM, il y a les Norvégiens, NPA. Donc maintenant, on a MAG, on a HAMAB. Donc, tous ces opérateurs-là sont des civils. Parce que c'est ça même le fondement de la Convention d'Ottawa. Donc ça, c'est un premier obstacle. Le fait que le déminage n'a pas été terminé pendant les délais prévus. Donc le Sénégal est obligé de négocier davantage pour augmenter 3 délais. Et le dernier délai, le 3e délai, expire en mars 2026. Là. Ah bon? Ça doit être pris en compte justement par les nouvelles autorités. C'est ça. Donc ça, c'est le principal défi. Aujourd'hui, le Sénégal doit obligatoirement déminer la Casamance d'ici mars 2026. Est-ce que c'est possible? Ça peut être possible pour 2 raisons. Première raison, c'est que si l'État met les ressources qu'il faut dans des délais raisonnables. Parce que les informations partagées par le Centre national d'action anti-mine indiquent qu'on est autour de 1 500 000 m² à déminer, qui restent à déminer. Sur toute la Casamance? Sur toute la Casamance. Maintenant, ce chiffre peut être augmenté ou revu à la baisse en fonction des enquêtes non techniques et techniques qui se feront. Et ils ont évalué ça à plus de 15 milliards de francs CFA. Donc s'il y a l'argent, ce sont les nerfs de la guerre, en fait. Le déminage peut se faire. Maintenant, on est à ce niveau. Donc, ça fait partie vraiment des grands défis. Et ce défi-là, lié au déminage humanitaire, entraîne les autres segments. Parce que tant qu'il n'y a pas de déminage humanitaire, dans certaines localités, par exemple, je prends les 4 communes de Xinjiang, Oulampan, Djibidjon, Xinjiang et Souel, il serait difficile pour qu'on ait une affluence de retour dans les villages. Donc vous voyez la ficelle. Donc il y a urgence d'accélérer ce processus. C'est le sens giratoire. À part la neutralisation des bandes armées, le travail qui a été fait par les forces de défense et de sécurité le long des frontières, le défi aujourd'hui central, c'est le déminage humanitaire. Parce que si le déminage n'est pas fait, comment on peut faire les pistes de production? Vous avez vu, même quand on faisait la RN6, il a fallu faire des sondages pour voir est-ce qu'il n'y avait pas de mine. Donc, la mine, aujourd'hui, constitue un obstacle prioritaire et central que ce plan Diomaye doit prendre en charge très rapidement et avec sérieux. Est-ce que à travers ces zones, il y a des degrés d'urgence qu'on peut noter à travers les localités? Y a-t-il des localités où il y a réellement l'urgence d'intervenir très rapidement pour la suite? Et tout le nord Xinjiang
toutes les communes de Xinjiang, il n'y a pas eu de déminage. Et c'est là où les gens manifestent leur intérêt de revenir. Mais moi, je suis allé à Djigoudjer. Mais les populations sont là-bas. Il y a plus de 15 villages dans ce coin-là, entre les deux communes-là, qui manifestent leur intérêt pour revenir. D'abord pour les populations, mais ensuite pour les membres du comité régional. Parce que quand tu pars là-bas, aujourd'hui, tu pars. Parce que voilà, ce n'est pas déminé. Est-ce que dans ces conditions, il y aura une affluence des intervenants dans ces localités si le déminage n'est pas fait? Donc ça veut dire que, voilà, la question est là. Et c'est valable aussi pour Santhiaba Manchak. C'est valable pour Santhiaba Manchak. Dans le Niassia, je sais qu'ils sont en train de faire les derniers réglages, peut-être sous peu. Niassia sera complètement sorti de cette situation de présence de mines dans les villages coincés vers Bagam et Bougnac là. Mais vraiment, dans la région de Ziguinchor, vraiment les zones aujourd'hui qui posent problème, c'est le Nord Xinjiang et la commune de Santhiaba Manchak. Très bien, vivement que ces populations ou ces localités soient urgemment prises en compte dans le cadre de ce plan Diomaye. Mesdames et messieurs, nous sommes sur GMS TV dans les grandes lignes. Nous allons justement parler, quand on parle de mines, il faut également parler des victimes de ces mines. Honorable, dites-nous quelle approche faut-il pour ces victimes de mines et quelle est d'ailleurs leur situation au niveau de la Casamance? Vous savez, la prise en charge des victimes de mines fait partie des 5 piliers de la Convention d'Ottawa. Quand on parle de la Convention d'Ottawa, ce n'est pas seulement la dépollution. La situation des victimes, il faut dire qu'elle est aussi alarmante. On est à plus de 860 victimes de mines. Et ces victimes sont dans des situations où la prise en charge n'est pas au rendez-vous. Bien vrai qu'il y a des associations comme SVM, ISAD, là, avec comment on l'appelle, notre ami Sarani, qui se bat vraiment pour prendre en charge les besoins prioritaires, surtout avec le centre d'appareillage, qui est un grand ouf pour ces victimes-là, parce qu'elles endurent. Elles endurent. Vous voyez dans quelles conditions ces victimes allaient à Bissau pour aller trouver des protèges. Donc maintenant, c'est fait au niveau de Ziguinchor. Je pense que ça, il faut aussi remercier les autorités. Parce que le ministère de la Santé est impliqué. Et les autorités aussi administratives ont accompagné. Maintenant, c'est le quotidien. C'est les questions de survie. Moi, je pense que c'est là où peut-être il faut réfléchir sur un programme d'appui à la réinsertion ou à la prise en charge économique de ces victimes de mines-là, en termes de projets. Et faire un diagnostic sérieux pour que ces victimes nous disent exactement ce qu'elles veulent. On peut espérer que ces victimes soient prises en compte justement dans ce plan? Oui, ça, il faut qu'on y travaille. C'est-à-dire, tout ça, il faut que ça soit mis sur la table du comité régional, qui en fait a la mission de programmer, de planifier les interventions. Parce que
le CNAMS est chargé de mettre en œuvre, en tout cas cette convention-là, de faire en sorte que tous les piliers puissent être visibles. Qu'on ne pense pas que la convention d'Ottawa se limite seulement à la dépollution. Si on le fait, bon, on va régler les problèmes d'insécurité par rapport aux mines, mais on ne va pas régler le problème des victimes. Donc, il s'agit pour nous que le CNAMS puisse porter ce plaidoyer-là et mettre sur la table vraiment des propositions concrètes allant dans le sens de la prise en charge des victimes de mines. Et je pense que l'État, avec ce plan, je pense qu'il y a des possibilités parce que ce plan, en fait, est très souple. Parce qu'on est dans une situation où il faut s'adapter à la réalité du terrain. Donc c'est un peu la flexibilité et je pense que ce sont des questions aujourd'hui qu'il faut régler parce que les victimes sont très fatiguées. Elles sont fatiguées. J'en sais quelque chose. Elles sont fatiguées. Donc il est temps vraiment qu'on pense à elles pour qu'elles puissent retrouver aussi leur dignité parce qu'elles n'ont pas cherché à être des handicapés ou des imputés. Voilà. Donc on doit être solidaire avec ces victimes de mines. Nous ne sommes pas loin de la fin de cette émission. Au-delà du plan Diomaye pour la Casamance, l'un des atouts pour le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est d'avoir à côté de lui Ousmane Sonko, qui est fils de la Casamance. Un atout dans la recherche définitive de la paix, dans ce processus, n'est-ce pas, parce que beaucoup de gens le disent, Ousmane Sonko aujourd'hui, son poids seulement peut compter dans ce processus pour la réussite d'abord du plan Diomaye pour la Casamance, mais également pour les résultats attendus pour enfin tourner la page et aller vers une Casamance développée. Oui, moi je pense que, honnêtement, le plan Diomaye peut nous aider très rapidement à tourner la page de cette crise, mais tout en rappelant que, honnêtement, la guerre est finie. Ce qui reste, c'est de dérouler des initiatives. Et consolider les acquis. Concrètes, pour régler définitivement les problèmes des populations. Et comme vous l'avez si bien dit, le PM Ousmane Sonko, je peux dire que c'est une chance de l'avoir comme Premier ministre dans ce dispositif, parce qu'il a la confiance et le soutien des populations de Casamance. Avant tout, il est casamancé et il a le soutien des populations. Maintenant, c'est qu'il doit se donner à fond. Il doit se donner à fond pour rendre l'ascenseur ou la monnaie à ces populations. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a affluence, s'il y a engagement des populations qui sont même de l'autre côté des deux frontières, parce que à une personne qui est Ousmane Sonko, elle croit au président Diomaye, mais elle croit aussi à son plan. Elle croit au plan Diomaye pour la Casamance, qui a les ambitions de régler leurs problèmes. Il suffit qu'ils mettent en place, en tout cas, des stratégies, des dispositifs, lui permettant d'être vraiment en contact direct aussi avec les populations. Parce que sa personne peut rassembler
ces victimes, ou une bonne partie de la population qui est concernée par ce conflit. Regardons un peu d'où il est venu, son parcours politique. Évidemment. Donc, honnêtement, je pense que c'est une chance pour nous d'avoir ce plan, ce dispositif au niveau régional piloté par l'autorité, le gouvernement, mais aussi d'avoir Ousmane Sonko comme Premier ministre. Là, c'est aussi nous battre pour la mobilisation des ressources. À beau vouloir que les populations reviennent, il faut avoir la possibilité aussi de les accueillir. Oui. Que les conditions soient... oui. Et les conditions minimum au moins sont évaluées à coût de centaines de milliards. Ah oui? Si on prend tous les segments de réinsertion socio-économique, on prend tout ce qui est lié aux infrastructures, aux maisons, l'habitat, il vient au niveau des infrastructures communautaires de base, les écoles, les postes de santé, les hôpitaux, les latrines, la sécurité également. Tu viens au niveau des activités économiques, la réinsertion socio-économique, financer l'agriculture, la pêche, les unités de transformation. En fait, c'est évalué à coup de milliards. Sans compter le déminage humanitaire, avec les piliers de la Convention de Paris. Donc, nous, en tant qu'organisation de la société civile, je pense que notre mission, notre rôle, c'est d'être un peu en droite ligne avec la volonté définie par l'autorité, de nous battre pour mobiliser des ressources avec nos partenaires. Parce que nous, en tant qu'ONG, on a aussi des partenaires, oui. On a cette facilité de mobiliser de l'argent rapidement et d'agir vite. C'est en fait ça. Donc, c'est un peu l'utilité de ce comité. C'est de pousser tout le monde à être autour d'une table. Chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut. Et on a, par exemple, aujourd'hui, on est au mois de janvier. Si on veut accueillir les gens qui reviennent, dans des villages où il n'y a personne, mais il faut les aider à avoir de l'eau. À part le déménage, la sécurité, la première priorité, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Effectivement. Et le gars qui revient, qui vient de Gambie, il va à Djiboutier. S'il arrive là-bas à 8 heures, avant midi, il aura besoin de boire. Effectivement. Il aura besoin de préparer un repas pour manger. C'est l'eau. Après, il va dire, moi, je vais commencer à faire mes briques. C'est l'eau. Il va travailler dur toute la journée, il va boire encore. Le soir, il faut qu'il se lave pour être en bonne santé. C'est l'eau. Effectivement. Pour élever les murs, c'est l'eau. Tout ce que tu dois faire comme activité de construction, et même les questions de survie, c'est l'eau. L'agriculture, tu ne peux pas faire ça sans eau aussi. C'est sûr, c'est sûr. Les routes, tu ne peux pas faire des routes si tu n'as pas d'eau. Donc, il faut qu'on travaille dur. Si on a aujourd'hui des appuis
Il faut que ces appuis-là soient mis à la disposition du comité pour aider les populations. Parce que ces populations-là manquent de tout. Elles vous disent, vous les journalistes, Oui. on est parti sans rien. Mais on est revenu sans rien. Donc, aucun geste n'est trop pour la carte. Et pour ces populations. Même si tu amènes une bassine, ces populations-là vont en bénéficier. Vont en bénéficier. C'est sûr. Celui qui a 10 sacs de riz, mais ces populations-là vont applaudir. Si tu as une brouette, eh bien, elles vont applaudir. Ce qu'il s'agit aujourd'hui en Casamance, c'est la solidarité nationale. Hormis le plan de mots, il faut qu'on déroule, qu'on mette en place une stratégie qui puisse permettre aux autres Sénégalais d'intervenir, d'apporter le soutien. Qu'on sente que tout le Sénégal est solidaire à ces populations victimes de ce conflit qui dure depuis 40 ans. Très bien. Dans cette nouvelle dynamique, est-ce que vous avez un message particulier à cela qu'on avait toujours vu sur le terrain depuis lors? Je veux nommer les cadres casamançais, le groupe de réflexion pour la recherche de la paix en Casamance, la plateforme, entre autres organisations qui sont là et qui sont en train d'œuvrer dans ce sens. Et vous-même, avez-vous un message particulier à ces derniers, honorable? Oui, moi je pense que le message, c'est que tout le monde vienne autour du comité. On travaillait pendant plusieurs années, pendant des moments difficiles. Nous sommes partis dans des zones très compliquées, à nos risques terribles. Oui. Dans la zone des palmiers, on se rappelle bien. Palmiers, déjà, c'est pas compliqué. Oui. Vous savez, c'est moins tendu dans la zone des palmiers. Oui. Les zones les plus tendues, c'était le sud. C'était le sud, finalement, les années 2000 jusqu'en 2003, c'est le Nord Sindian. Donc, toutes ces structures qui ont travaillé à Nagasaki, il faut reconnaître que ces organisations ont joué le partisan pour arriver à cette situation de stabilité et de paix. Maintenant, comme je l'ai dit, on n'est pas à la fin. Ce qui nous reste, c'est de répondre aux besoins et aux sollicitations des populations. On a besoin de tout le monde. Et c'est ça que le dispositif mis en place par le plan de la Casamance est intéressant. Très bien. Donc, ces structures-là peuvent continuer à faire le travail de plaidoyer pour mobiliser les autres acteurs, y compris les partenaires techniques et financiers, à venir au chevet des populations. Parce que maintenant, ce n'est pas aller au chevet des combattants du RDC, non. Oui. Maintenant, il s'agit d'aller au chevet des populations. Oui. Qui étaient partis, qui disent on revient parce que vous avez très bien travaillé à la paix. Mais on ne va pas les abandonner. Oui. Il faut les accompagner sous vous. Oui. C'est maintenant que ces populations-là ont besoin de nous. Et de tous les autres acteurs comme les cadres casamançais, les différentes plateformes qui étaient là pour communiquer, faire la médiation, la facilitation entre l'État et les MFDC. On a besoin de tout le monde aujourd'hui pour renforcer, consolider et porter en triomphe le plan Diomaye pour la Casamance. C'est notre plan, en fait. Diomaye a une ambition. Il a eu l'engagement
de régler définitivement cette affaire, ce problème-là, avec le soutien de son Premier ministre. Donc aujourd'hui, nous, on doit nous approprier de ce programme. Faire en sorte que ça soit notre programme, notre plan. Parce qu'avant tout, c'est nous qui dormions ici. Oui. Moi, je suis rentré chez moi. Mon village est déplacé depuis 92. Oui. Donc, si on aide à ce que ce plan réussisse, ça veut dire que nous, on a travaillé pour nous-mêmes. Et ça nous permet aujourd'hui de retrouver nos terroirs, mais aussi de retrouver notre dignité. Très bien. Une personne qui n'a pas de village, mais c'est comme si c'est un SDF. Sans domicile fixe. Ou bien une maison sans toit. Voilà, on te dit tu es de quel village, tu dis voilà, je suis de tel village, c'est important, les origines. Les origines. Oui, c'est important. Donc moi, vraiment, c'est ça, c'est le message d'aujourd'hui. Merci. Que toute la Casamance se mobilise autour de ce programme, qu'on soutienne les autorités de ce pays qui ont vraiment l'envie de nous aider. Très bien. À régler les problèmes. Très bien. Demba Keïta, il s'appelle, ancien député, membre de la coordination régionale dans le cadre de la recherche de la paix définitive en Casamance, mais également dans ce contexte où les pendules sont justement orientées au niveau de la facilitation du retour des populations, mais également de leur insertion dans leur localité d'origine. Mesdames et messieurs, c'en est tout. Honorable, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Oui, oui, tout le plaisir est pour nous. De vous recevoir, tout en espérant de vous retrouver très prochainement pour faire un tout petit peu le bilan dans la mise en œuvre, mais justement dans les réponses qui sont en train d'être senties, parce que tout plan attend des résultats. Et nous souhaitons vivement que ce plan Diomaye pour la Casamance soit une aubaine pour tout le Sénégal d'abord, mais également ces populations impactées de la Casamance dans le Sénégal. Mesdames et messieurs, c'en est tout. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Grand merci à l'équipe technique composée de Famara Goudjabi, Djilimbaï Djedjou, Patrice Badji, mais également Elder Gomis pour la logistique. Téléspectateurs, auditeurs et internautes du groupe Média du Sud, nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de votre émission Les Grandes Lignes.